Ce sont les pauvres qui habitent en général dans des zones inondables, près des usines les plus polluantes, au bord des autoroutes, etc., etc. Donc ce sont eux qui sont généralement touchés le plus par les problèmes de pollution et de dégradation de l'environnement. Et dans le cas particulier de la France et de l'Europe, il faut bien mesurer une autre dimension. C'est que si on n'est pas capable de faire la transition énergétique, écologique, de se passer de gaz et de pétrole très rapidement, on ne sera pas capable de maintenir notre modèle social. Ce n'est pas simplement une question d'être gentil pour nos arrière-petits-enfants, de leur laisser un climat qui va bien, qui va pas trop mal, et une terre à peu près vivable. C'est une question immédiate pour la France et pour l'Europe, parce que nous, on est la zone la plus anciennement industrialisée au monde, et parce qu'on est la zone la plus anciennement industrialisée au monde, on est celle qui a le plus épuisé sur notre propre territoire les énergies fossiles, en particulier le gaz, le pétrole, le charbon. Et si on n'est pas capable de s'en passer, ça veut dire qu'il faudra qu'on donne de plus en plus d'argent à des gens aussi peu recommandables que Vladimir Poutine ou Mohamed Ben Salman pour payer le gaz et le pétrole qu'on continuera à utiliser, et que ce gaz et le pétrole, il coûtera probablement de plus en plus cher. On avait oublié un peu cette dimension de l'affaire depuis 2008, parce que depuis 2008 et la crise, les prix des matières premières étaient restés très bas. Mais on s'en est souvenu tout d'un coup en 2018, parce que le prix du pétrole s'est remis à augmenter à nouveau. Et la crise des gilets jaunes, c'est pour partie la taxe carbone, je vais y revenir, mais c'est quand même pour l'essentiel une nouvelle hausse du prix du pétrole, le retour de la hausse du prix du pétrole qui l'a généré. On s'est rendu compte tout de suite que le pouvoir d'achat des Français était squeezé, que notre système social était menacé, etc., dès qu'un événement de ce type se produit. Donc on n'est pas dans la même situation que le reste du monde. Si le reste du monde ne fait rien pour le climat, il faut quand même que nous, on fasse quelque chose tout de suite et très fort pour se passer du gaz et du pétrole, parce que sinon on sera squeezé, on ne pourra pas maintenir notre modèle social. Une des difficultés au sein de l'Europe, c'est qu'on n'est pas tout à fait tous dans la même situation. Donc vous avez en particulier les Polonais qui produisent encore beaucoup de charbon et qui, pour cette raison, freinent la transition économique en Europe, écologique en Europe, mais c'est vraiment une question essentielle pour la France et pour l'Europe si on veut maintenir notre modèle social et ses facultés redistributives. Alors après, pourquoi c'est compliqué? C'est compliqué pour une raison assez simple, c'est que les riches donc émettent beaucoup plus de CO2 que les pauvres. Donc d'après les chiffres que j'ai, c'est 3 fois plus pour le décile supérieur de revenus, pour simplement le logement et le transport et la voiture, par rapport au premier décile, donc 850 kilos de CO2 contre 280. Mais en contrepartie, les dépenses pour le logement et le transport pèsent 4 fois plus dans les revenus des pauvres que dans les revenus des très riches. Donc on a cette contradiction. C'est bien effectivement les très riches qui polluent le plus avec les yachts, les maisons de campagne, les voyages à Singapour pour le week-end, etc., etc. Mais dans leurs revenus, c'est plutôt sur les pauvres que ça pèse le plus. Donc si vous augmentez le prix du carbone en particulier, vous avez un problème qui touche d'abord les pauvres, en tout cas les pauvres qui ont des voitures. Donc il y a la moitié des 10% les plus pauvres en France qui n'ont pas de voiture. Donc il ne faut pas oublier que la plupart des pauvres en France vivent quand même plutôt dans des villes, et que très souvent ils n'ont pas de voiture, mais effectivement il y a une partie de ces pauvres qui vivent aussi dans des zones rurales et qui ont absolument besoin d'avoir une voiture et qui en ont une. Donc c'est surtout sur eux que ça pèse. Alors après, qu'est-ce qu'on peut faire pour accélérer cette transition énergétique
Et pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas? Donc on peut faire trois choses. On peut renforcer les réglementations, donc imposer que les voitures émettent moins, imposer que les propriétaires de logements doivent rénover leur logement rénover sur le plan énergétique leur logement quand ils le remettent en vente ou en location, etc. Mais là-dessus, les effets, il n'y a pas d'effet très important en termes de dépenses publiques, de redistribution, etc., directs par le biais des finances publiques. Mais par contre, il y a des effets économiques très sensibles qui fait que quand on a ce type de proposition, il y a toujours des oppositions très vives. Les deux autres leviers qu'on peut développer, c'est soit la taxation. Donc là, vous renchérissez un certain nombre de comportements, enfin de coûts, pour changer les comportements des acteurs. C'est très efficace, hein. Donc une voiture européenne, elle consomme à peu près 2 fois moins de carburant qu'une voiture américaine. Il y a une seule raison pour ça, c'est que les Américains taxent pas les carburants ou quasiment pas, tandis que nous on les taxe depuis très longtemps, avant même qu'on pense climat, etc., à des niveaux élevés. Donc ça a des effets. Incontestablement, c'est incontestablement efficace, mais ça pose les problèmes de redistribution que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire que ça touche dans l'immédiat plus les pauvres que les riches, et donc ça pose des problèmes sur ce plan-là. L'autre volet que vous pouvez utiliser, c'est les subventions. C'est-à-dire que si vous ne voulez pas taxer parce que ça passe mal politiquement, etc., vous pouvez obtenir le même effet en soutenant des comportements plus positifs pour le climat, etc. Le problème, c'est que on est aujourd'hui dans une période où on cherche, pas nous, mais le gouvernement et la majorité actuelle cherchent à tout prix à réduire les dépenses publiques dans tous les domaines, et y compris il le fait dans ces domaines-là. Donc, simplement, l'épisode 2018 sur ce plan-là, c'est malheureusement assez simple à comprendre. Donc on augmente les impôts et les taxes, la CSG, etc., et les impôts sur l'énergie qui touchent tout le monde, classe moyenne, pauvre, etc. Et dans le même temps, on baisse les impôts des très riches. Donc c'est ce que Gérard a déjà évoqué. C'est 23 000 euros. Hein, donc pour les 30 000 ménages les plus riches ont touché 23 000 euros en plus depuis 3 ans chaque année. Et donc ça passe évidemment très très mal sur le plan politique, et ça déclenche le mouvement des Gilets jaunes. Je dois dire que quand j'avais vu que c'était en juillet 2017, donc Nicolas Hulot, à l'époque ministre de l'Environnement, avait présenté son grand plan climat, et une des seules choses qu'il avait réussi vraiment à faire passer, c'était une taxe carbone qui augmente plus vite et plus fort que ce qui était prévu à l'époque par le gouvernement précédent. Quand j'avais vu ça, moi je m'étais dit ça va pas le faire. Il suffira effectivement que le prix du pétrole monte pour que ça explose. Si vous voulez, c'était assez simple. C'était un des seuls sujets sur lesquels ses souhaits à lui étaient alignés avec ceux de Bercy, puisque ça permettait effectivement de faire rentrer plus d'argent dans les caisses de l'État. Donc ça s'est mal passé. Le problème, c'est que si on n'augmente pas la taxe carbone pour changer les comportements, le seul moyen d'atteindre les mêmes objectifs à terme, c'est de subventionner plus, ou d'avoir des règles, des règlements, enfin des mesures réglementaires beaucoup plus strictes. Le problème, c'est qu'on n'en prend pas du tout le chemin. Donc dans le budget de l'an prochain, par exemple, il y a un impôt une niche fiscale qui est assez importante sur ces questions-là, c'est le crédit d'impôt transition énergétique, donc pour aider théoriquement les ménages à isoler leur logement. L'an prochain, cet impôt sera à nouveau réduit, et il pèsera 2 fois moins que ce qu'il pesait en 2017. Donc il a déjà été réduit tous les ans. Donc le gouvernement prend des mesures qui, en fait, limite les aides qu'on apporte pour la transition énergétique. Le ministère de l'Environnement est un des budgets avec celui du logement
qui a subi depuis 2017 les plus fortes réductions, y compris en termes de personnel. Donc ils vont avoir perdu 10% de leur personnel l'an prochain par rapport à 2017. Donc on est dans une logique où pour l'instant on ne prend pas. Enfin, si le gouvernement veut continuer, pour ne pas déplaire, etc., à ne pas augmenter la taxe carbone, il ne prend pas les mesures qu'il faudrait en face pour atteindre les objectifs, des objectifs qu'il a pourtant renforcés à terme. Hein, donc, je ne sais pas si vous avez suivi, mais donc on est censé atteindre désormais la neutralité carbone en 2050, c'est-à-dire ne plus rien émettre du tout en France comme gaz à effet de serre. Si vous voulez, la logique des pouvoirs publics de tous les gouvernements successifs depuis 2003, ça a été de dire on renforce les objectifs à 2050 au fur et à mesure qu'on ne fait rien dans l'immédiat et qu'il ne se passe pas grand-chose. Donc c'est pour se dédouaner de ne rien faire dans l'immédiat, on renforce les objectifs pour 3 ou 4 mandats plus tard. Donc on en est là. Le problème de fond sur le plan, donc, enfin, on peut augmenter la taxe carbone du moment, enfin, il faut augmenter la taxe carbone, c'est un avis qu'on a défendu même au niveau du CESE, on s'est entendu là-dessus, mais à condition évidemment de redistribuer, enfin, de ne pas compter sur ces rentrées pour accroître les rentrées publiques, mais plutôt pour redistribuer l'essentiel de cet argent à la fois vers les plus pauvres et les plus atteints par ces mesures, et aussi pour financer directement et de manière fléchée la transition énergétique. Je voudrais juste terminer, excuse-moi, j'ai déjà été un peu long sans doute, mais par une réflexion plus fondamentale sur toutes ces questions de comment manager politiquement la transition écologique, la transition énergétique d'une manière juste socialement. Le problème de fond que posent toutes ces affaires, c'est que, en général, les mesures qu'il faudrait prendre, elles ont toutes comme défaut d'avoir une nature d'investissement, c'est-à-dire d'être coûteuses ou d'avoir des inconvénients dans l'immédiat pour rapporter plus tard, et rapporter plus tard d'abord de la manière dont Gérard l'a décrit tout à l'heure, en ayant un monde vivable et pouvoir avoir encore des activités dans 50 ou dans 100 ans. Le problème, c'est que ce plus tard, il a une tendance assez sérieuse à se trouver après la prochaine échéance électorale, et que les hommes et les femmes politiques ont une tendance assez naturelle, et on ne peut pas trop leur en vouloir, à préférer être réélus lors de la prochaine échéance électorale plutôt que d'avoir leur statut sur la place du village 100 ans plus tard, parce qu'ils auront fait un geste héroïque qui se sera avéré avoir sauvé la collectivité, mais qui leur aura coûté leur poste le coup d'après. Donc c'est un peu... Enfin, on dit souvent le problème de la transition écologique, c'est le court-termisme des entreprises, c'est l'avidité des actionnaires, etc. C'est pas tout à fait vrai. Les entreprises pourraient marcher dans le truc. Le problème, c'est qu'elles ont, et il y a parmi les entreprises des entreprises qui ont compris aujourd'hui l'intérêt, enfin l'importance de toutes ces choses-là, qui savent que leur business sera foutu si on fait pas ce qu'il faut, etc. Le problème, c'est que ces entreprises, pour marcher, parce que c'est un statut d'investissement, il faut dépenser beaucoup d'argent aujourd'hui pour demain, ont besoin d'un cadre stable et prévisible à moyen terme. C'était pour ça que cette question de trajectoire de la taxe carbone était absolument essentielle pour réussir le truc. C'est qu'il faut qu'on sache ce qui va se passer, enfin qu'on ait une bonne probabilité de savoir ce qui va se passer, en tout cas du point de vue des politiques publiques, dans 10 ans, dans 15 ans, sur ces questions-là, pour s'y engager au niveau suffisant. Et le problème, c'est surtout le court-termisme des politiques, en fait, et l'instabilité des politiques publiques. Donc c'est pour ça que pour réussir cette transition écologique, il est absolument essentiel de réussir à sortir les mesures qu'il faut prendre dans ce contexte-là du débat politique immédiat. Si vous voulez, vous serez toujours gagnant si vous attaquez des gens qui veulent renforcer les législations, enfin les réglementations, ou veulent augmenter les taxes carbone ou les trucs comme ça. Vous gagnerez toujours des voix aux prochaines élections. Il faut réussir à se mettre d'accord pour que personne ne cherche à gagner des voix en faisant ça, ou en tout cas que des partis marginaux.
Donc il faut réussir à dégager un consensus dans la société large autour des mesures qui sont nécessaires. Et c'est ça qu'on n'arrive pas du tout à faire en France, parce qu'on a un système politique qui favorise, qui donne tous les pouvoirs pour 5 ans à des gens qui représentent jamais qu'un cinquième des citoyens. Et ça, c'est un vrai problème. On pouvait avoir commencé à s'en sortir avec les histoires du Grenelle de l'environnement, donc où on avait réussi à rassembler des forces assez diverses et à trouver des consensus sur pas mal de sujets dans ces domaines. Mais ça avait explosé en vol avec la crise, les suites, etc. Jusque-là, Emmanuel Macron a voulu nous la jouer jupitérien, etc. Ça peut pas marcher comme ça. Il faut réussir à mettre tout le monde autour de la table et à se mettre d'accord sur ce qu'on veut faire dans 15 ans dans ces domaines-là et à s'y tenir derrière. C'est pour ça aussi que la Convention citoyenne qui se joue aujourd'hui est un enjeu non négligeable dans ces domaines-là, parce que ça peut être un moyen malgré tout de sortir ces questions-là du jeu politique immédiat, si on réussit à trouver des consensus qui tiennent à peu près la route là-dessus. Si vous voulez, il n'y a pas de miracle. Si les Allemands ont fait beaucoup plus de choses que nous pour améliorer l'efficacité énergétique, développer les renouvelables, etc., c'est d'abord parce qu'ils sont capables de se mettre d'accord à travers un processus très compliqué, très long, très conflictuel, etc., mais de se mettre d'accord sur des politiques qui tiennent pendant 15 ans, pendant 20 ans, de manière suivie, quelles que soient les alternances, quels que soient les gens qui sont au pouvoir les uns après les autres. Voilà.